Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi tend la main à Paul Kagame. La démarche du chef de l'État congolais reste la recherche de la paix, explique la porte-parole du président Tshisekedi. Mais pour le ministre rwandais des Affaires étrangères, il s'agit plutôt d'un cinéma politique. Le nombre de personnes atteintes de troubles mentaux ne cesse d'augmenter dans la ville de Bunia. Entre autres causes, les traumatismes liés à la guerre. Pareil, au sud Kivu, la santé mentale des populations est sérieusement affectée par les effets de la guerre. Révélation faite en marge du 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale. Et puis, quelle chance accorde-t-on aux différents accords de paix signés en faveur de la RDC, accords qui ont suscité de l'espoir au peuple congolais? Une autre réunion du comité conjoint de surveillance de l'accord vient de se tenir à ce sujet à Washington. Pour en parler, nous recevons le professeur Chibangu Kalala, expert en droit international. Madame, Messieurs, bonjour. Le président Félix-Antoine Tshisekedi tend la main à son homologue rwandais Paul Kagame pour la désescalade de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. C'était hier jeudi à Bruxelles lors d'un forum sur les investissements européens en Afrique. La porte-parole du président congolais explique. Tina Salama affirme que la démarche de Félix Tshisekedi reste la recherche de la paix. C'est confiant jeudi à Radio Kapi. Elle explique qu'en s'exprimant ainsi à la face du monde, le chef de l'État réaffirme l'attachement constant de son pays à la diplomatie de paix et de bon voisinage. Tina Salama l'a dit au micro de Grace Amzati. Le président de la République est resté dans la logique de la diplomatie que la RDC a toujours prônée, à savoir vivre en paix avec ses voisins. Et vous vous en souvenez en tout cas, dès sa prise de fonction à la tête du pays, il avait amorcé la même démarche en invitant le président Paul Kagame à travailler ensemble pour la paix. Et donc aujourd'hui, devant les Européens, devant des dirigeants mondiaux, il répète le même appel à Paul Kagame à faire la paix. Alors on va dire que nous, en tant que pays RDC, nous avons toujours été engagés dans tous les efforts de paix, dans tous les processus, que ce soit Nairobi, Luanda, Doha, Washington. Voilà donc, il place ici le Rwanda face à ce qu'on pourrait appeler un choix moral et politique clair, de soit continuer l'agression ou alors accepter la main tendue pour la désescalade. Mais comme on dit si bien, pour danser le tango, il faut être deux. Et il faut en tout cas rappeler ici que ce qui reste important pour le président de la République, comme il n'a cessé de le marteler depuis le début, c'est en tout cas le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et qui puisse en tout cas arrêter tout soutien au groupe M23. Ce n'est pas en tout cas l'avis du ministre rwandais des Affaires étrangères. Pour Olivier Nduhungirehe, il ne s'agit pas d'une véritable main tendue, mais plutôt d'un cinéma politique grotesque. Pour le ministre rwandais des Affaires étrangères, la main tendue lancée hier à Bruxelles par le président Tshisekedi à son homologue Paul Kagame, ce n'était ni le lieu ni le moment de faire ce qu'il qualifie de charge contre le Rwanda. Olivier Nduhungirehe au micro de Guy Maté. Il ne s'agit pas d'une véritable main tendue. Nous estimons qu'il s'agit plutôt d'un cinéma politique grotesque, puisque c'était une réunion du Global Gateway Forum de l'Union européenne qui parlait de partenariat économique. Ce n'était ni lieu ni le moment de faire cette charge contre le Rwanda déguisée en main tendue. Lorsque vous dites qu'il ne s'agit pas d'une véritable main tendue, il s'agit plutôt d'un cinéma politique grotesque, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que la résolution du conflit à l'est de la RDC a son propre cadre. Il y a le cadre de Washington, qui est bilatéral entre le Rwanda et la RDC. Il y a le cadre de Doha, qui est entre la AFC/M23 et le gouvernement. Et donc, tous ces cadres sont bien précis et la RDC est sur la table des négociations. Donc, venir dans un partenariat économique, le Global Gateway Forum de l'Union européenne, qui n'a rien à voir avec le conflit à l'est de la RDC, et faire cette charge contre le Rwanda, la déguiser en main tendue, c'est ce que j'appelle cinéma politique grotesque. C'est le président Tshisekedi qui a la clé de ce conflit et qui peut l'arrêter tout seul à n'importe quel moment.
Parlons santé à présent. Je vous l'ai dit dans les titres, le nombre des personnes atteintes de troubles mentaux ne cesse d'augmenter dans la ville de Bunia, province de l'Ituri. Selon les centres de santé mentale, notamment Samelo, environ 300 nouveaux cas sont enregistrés chaque mois de cette année contre environ 200 l'an dernier. Ceci révélé en marge de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée aujourd'hui 10 octobre. Parmi les principales causes, les traumatismes liés à la guerre et la consommation abusive des drogues. Plus de détails avec Isaac Remoyope. Au centre de santé mentale Lobiko Samelo, à Bunia, environ 2400 personnes souffrant des troubles mentaux ont été enregistrées l'année dernière, ce qui est inférieur à la moyenne de l'année en cours. Selon les spécialistes, cette recrudescence est liée à plusieurs facteurs. La consommation de drogues et de boissons fortement alcoolisées chez les jeunes, mais surtout les traumatismes de la guerre, les tueries, les banditismes armés, les détonations d'armes, les viols ou encore les images choquantes de personnes décapitées. Une psychologue du centre Samelo explique certains mécanismes de prévention. Dans le contexte de l'Ituri, pour prévenir la maladie mentale, il faut d'abord limiter l'accès aux substances psychoactives. Il faut assurer la sécurité de la population. Puis, il faut éviter aussi de voir les images horribles de vivre dans les milieux traumatisants. Parmi les patients, un enseignant d'une quarantaine d'années, interné depuis un mois, témoigne avoir décidé d'abandonner l'alcool à l'origine de sa maladie qui s'est traduisait par des excès de violence et des violents maux de tête, menaçant sa vie et son foyer. J'ai décidé de se passer le cours en attendant ce que je me j'ai pressé un changement. Non, il n'y a plus de violence. J'ai renoncé à prendre le whisky. J'ai renoncé à fumer le tabac. Les experts estiment que la majorité de la population vivant dans les zones de conflit en Ituri présente également des troubles psychologiques nécessitant un accompagnement adapté. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi. Au Sud Kivu également, la santé mentale des populations est sérieusement affectée par les effets de la guerre. De nombreuses personnes présentent des signes d'anxiété et de traumatisme, conséquence des pertes qu'elles subissent, des familles endeuillées, des maisons abandonnées, des champs et élevages perdus ou encore des emplois détruits. Ce cumul des souffrances pèse lourdement sur la santé mentale de nombreux habitants de la province. Pour Donatien Bachagalouké, psychologue clinicien au sein de l'organisation TPO, il est urgent d'intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaires pour assurer un suivi permanent des personnes affectées par les conflits armés. Donatien Bachagalouké est au micro de Radio Kapi. L'effet d'intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaires serait un élément très capital actuellement aux Sud-Kivu parce que là, il y aura holisticité. On pourra travailler, on pourra traiter les cas dans un sens holistique. Parce que lorsqu'il y a un professionnel de santé mentale qui est dans une structure sanitaire, facilement, il sera en train d'aider les soignants à faire un très bon dépistage et une très bonne prise en charge pour que les cas se sentent au moins aimés, qu'ils se sentent aidés et qu'ils retrouvent eux-mêmes des solutions par leurs problèmes. À part cela, les activités de sensibilisation et d'éducation sont extrêmement nécessaires pour réduire la stigmatisation et promouvoir le bien-être mental. Des services de soutien psychologique et des activités de gestion de stress sont extrêmement recommandés pour les travailleurs et la population en général. Les gouvernements congolais et ses partenaires doivent mettre en place les politiques et les investigations pour améliorer l'accès et la qualité de santé mentale dans la province du Sud-Kivu. Toujours à l'occasion de la Journée internationale de la santé mentale, ce 10 octobre, 2 journées d'information et d'orientation et de consultation gratuites sont organisées depuis hier, jeudi et aujourd'hui, vendredi, par le Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP. Le médecin directeur du CNPP appelle les habitants de la ville de Kinshasa à venir découvrir ce centre et être orientés par des experts pour réussir dans leur vie et aussi pour obtenir de l'aide pour certains chocs comportementaux qu'on peut trouver anodins, mais qui peuvent camoufler des ennuis de santé mentale. Docteur Daniel Okitundu est joint par Babel Mpongo Massimango. Le ministère de la Santé estime l'accès aux services de santé mentale à 5% de la population. Alors que nous sommes dans un pays en crise et en perpétuelle transition où s'accumulent les problèmes de santé mentale. Au cours de 2 journées, on informe, on oriente et on consulte pour que la population découvre les problèmes de santé mentale et commence à demander de l'aide convenablement et attend le CNPP. C'est une institution
question de bonne santé d'abord pour le cerveau. Ce qu'on appelle le fou, c'est seulement une partie du problème. Mais les gens qui veulent se développer dans leur vie, avoir la maîtrise de leurs émotions, de leurs comportements et réussir des affaires grâce à un bon fonctionnement psychologique, ils devaient apprendre à consulter le CNPP. Nous avons des psychologues, des médecins formés pour ça. Les cas qui ont connu d'épilepsie, des AVC et qui ont des séquelles, il y aura une vingtaine de postes de consultation. Notons que l'année passée, ces journées ont permis à plus de 500 personnes de bénéficier de ces consultations médicales gratuites. Justice. Bientôt l'ouverture d'un deuxième procès du double meurtre des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana, annonce faite par les avocats des parties civiles de ces deux défenseurs des droits humains, citant la justice militaire. C'était au cours d'une conférence de presse co-animée hier dans leur cabinet avec le fils aîné de Fidel Bazana venu de France. Assassiné dans les installations de la police nationale en juin 2010, les familles de Chebeya et Bazana et leurs avocats réclament ce procès pour juger notamment les généraux John Numbi en cavale, Zelo Akatanga en détention préventive et tant d'autres policiers qui seraient impliqués dans cet assassinat. Fils aîné de l'un des défunts, Guilain Bazana demande à la justice de retrouver le corps de son père, supposé avoir été enterré dans la parcelle du général Zeloa, d'après le témoignage du policier Paul Muilamboué, seul acquitté de ce feuilleton judiciaire loin de se terminer. Guilain Bazana est au micro de Jeff Ngoy. Paul Milam qui avait fait un croquis, un dessin, nous expliquant que le corps de papa était enterré à tel endroit et que d'autres prévenus aussi, ils ont confirmé aussi. Donc grâce à ces procès, ça nous a vraiment aidé à comprendre comment les choses ont été déroulées au sein de la police, comment ils étaient assassinés, comment leur corps a été acheminé jusqu'à cet endroit-là. Donc ça nous a vraiment donné, à un moment donné, l'espoir. On s'est dit qu'on aura le reste du corps de notre papa. Mais quand on avait évoqué au premier degré avec les croquis que Paul Milambo nous avait donnés, vous savez à l'époque, qui dirigeait encore le pays, ils étaient protégés par les gouvernements à l'époque. Justice toujours, après plus de 7 mois de détention au secret par le Conseil national de la cyberdéfense, l'avocat Médard Palankoy a recouvré sa liberté depuis mercredi tard dans la nuit, selon la chaire congolaise des droits de l'homme, CCDH, qui a milité pour cette libération. Celle-ci intervient en l'absence de base légale, tout en saluant la dite libération provisoire. Le président de la CCDH dénonce un simulacre de justice, car, dit-il, parler d'une libération provisoire revient à légitimer une détention illégale. On écoute maître Éloi Moubilansam au micro de Jeff Ngoy. La chaire congolaise des droits de l'homme, CCDH, a appris, comme tout le monde, la libération provisoire de maître Médard Palankoy Lakwasi, 209 jours depuis son enlèvement le 14 mars 2025 à son cabinet de travail. La chaire congolaise des droits de l'homme, tout en saluant cette libération, exprime sa profonde préoccupation quant à la procédure ayant conduit à la libération provisoire de maître Médard Palankoy Lakwasi après plus de 7 mois de détention arbitraire et illégale par le CNC. Nous émettons quelques réserves. Autre nouvelle, l'intelligence artificielle gratuite, livres, accessoires en perles, pâtes de safou et autres produits fabriqués par le Congolais ont été mis en valeur dans une exposition dénommée Congo Connect Expo, organisée par la plateforme d'ingénieurs SENA et le Cercle de professionnels congolais de Grande-Bretagne, COSIPRO. Cette rencontre s'est tenue à Kinshasa hier. L'objectif principal du salon était de favoriser les échanges entre entrepreneurs congolais et de renforcer la visibilité de la production nationale à l'échelle internationale. Reportage de Josué Kefebe. Pour l'ingénieur Jires Massamba, président de la plateforme d'ingénieurs SENA, cette rencontre a également permis de remettre des certificats aux jeunes ayant suivi une formation, tout en invitant les étudiants à rejoindre la plateforme pour bénéficier d'un encadrement professionnel. Nous ne sommes pas seulement dans l'entrepreneuriat, mais nous sommes aussi dans l'éducation. Et tant qu'ingénieurs, en tant que créateurs aussi d'emplois, mais nous encourageons aussi la jeunesse à poursuivre leurs études dans ce qu'on appelle le STEM. Donc la science, la technologie, l'ingénierie et la mathématique. Donc c'est comme ça aussi nous lançons ici un appel à tous les jeunes étudiants ou tout comme ceux qui ont fini, leurs études, nous sommes là pour les encadrer. Yves Tungila,
coordonnateur de l'initiative des jeunes pour le développement du Congo, a saisi l'occasion pour présenter son projet visant à aider les jeunes à mieux gérer leur économie. Il a salué l'événement comme un espace favorable à la création des partenariats et au renforcement des réseaux professionnels. Si on consomme une bouteille à $400 l'an, donc si on fait un effort de consommer 2-3 bouteilles qu'on ne va pas boire mais qu'on va mettre de côté pour acheter son terrain, on y arrive au bout d'une année, au bout de 2 ans, pour pouvoir construire une maison. Donc c'est vraiment l'opportunité pour pouvoir tisser des relations professionnelles pour arriver à faire mieux au niveau du pays. Présente à l'événement, l'ambassadrice britannique Alison King a salué la richesse des talents congolais exposés, soulignant leur potentiel à rayonner bien au-delà des frontières nationales. Actualité internationale. Nous sommes au Mali. La junte militaire a radié 11 officiers, dont 2 généraux. Ces mesures concernent des militaires arrêtés début août, soupçonnés de tentatives de déstabilisation du gouvernement. Les militaires concernés appartiennent principalement à la garde nationale. Aucun communiqué officiel n'est publié pour expliquer ces radiations. En août, un officier français basé à Bamako avait été arrêté pour conspiration. La France avait dénoncé une arrestation infondée et demandé sa libération. L'invité. Les représentants du Rwanda, de la RDC ainsi que des États-Unis, du Qatar, du Togo et de la Commission de l'Union africaine ont tenu au début de ce mois à Washington la 3e réunion du comité conjoint des surveillances de l'accord de paix Rwanda-Burundi signé le 27 juin dernier. Cependant, le comité dit reconnaître des obstacles persistants à la mise en œuvre de cet accord. Pour en parler, nous recevons le professeur Chibangu Kalala, expert en droit international. Il est avec Blaise Shindani Kambala. Bonjour, professeur Chibangu Kalala. Bonjour, Blaise. Le mercredi 2 octobre dernier, le représentant du Rwanda, de la RDC, des États-Unis, du Qatar et de la Commission de l'Union africaine ont tenu à Washington la 3e réunion du comité conjoint de surveillance de l'accord de paix RDC-Rwanda. Le comité a reconnu les obstacles persistants dans la mise en œuvre de l'accord. Qu'est-ce qui explique ce blocage selon vous, professeur? Un accord, c'est un accord. Il faut que les parties à l'accord respectent leurs engagements. Si l'une ou l'autre partie ne respecte pas ses engagements, ça va créer des problèmes, ça va créer un blocage. Mais le comité ne nous a pas dit qui bloque, qui ne remplit pas ses obligations prévues à l'accord. Alors, je peux aussi comprendre, Blaise, que c'est une guerre qui dure depuis plus de 30 ans. Le Rwanda est ici avec son armée depuis plus de 30 ans, sous diverses formes. Donc une telle situation, on ne peut pas trouver une solution au bout de 3 mois. C'est vrai qu'à Washington, on avait prévu un délai de 3 mois jusqu'à fin septembre pour régler ces problèmes. Retrait total des troupes rwandaises et neutralisation des faits de l'air. On constate que à la fin du mois de septembre, au moment où on devait faire le bilan, la fin devient le début. On va commencer maintenant. Ah bon, comment ça? Mais c'est ça, parce qu'on devait tout arrêter fin septembre. Fin septembre, voilà. Pour faire le bilan. Constater que bon, tout est terminé, l'accord est exécuté. Mais c'est à la fin qu'on dit non, mais nous n'avons rien fait, maintenant on commence maintenant. Le langage diplomatique, fondé sur l'hypocrisie diplomatique, nous dit oui, il y a des obstacles. Mais cela signifie qu'on n'a pas fait grand-chose. Maintenant on commence. On nous dit qu'on va se retrouver vers le 10, le 15 ou le 21 octobre, etc. Donc le calendrier a été modifié par voie de ce communiqué. Pour ma part, je considère que cet accord, c'est un bon accord sur papier. Mais les modalités pour l'exécution de cet accord présentent quelques difficultés. J'espère que les parties à l'accord, avec le soutien des États-Unis, du Qatar, de l'Union africaine, ils vont essayer de surmonter ces obstacles pour que vraiment cet accord soit appliqué concrètement et définitivement. Mais s'il y a toujours des difficultés, il faut que les garants de cet accord nous disent que c'est compliqué et qu'ils remettent carrément le dossier au Conseil de sécurité parce que le Conseil a tous les moyens nécessaires pour frapper sur telle ou telle partie qui bloque le retour de la paix, de la sécurité, du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales dans la partie est de notre pays. C'est le Conseil de sécurité, la région 2773, qui est capitale, qui est au-dessus, qui est supérieure à l'accord de Washington. Et c'est cette résolution qui doit être appliquée au cas où l'accord n'avance pas. Il faut remettre le dossier au Conseil de sécurité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, Blaise, la décision du Conseil de sécurité du 21 février, la région 2773, eh bien, n'est pas appliquée. Le Rwanda est toujours là avec la totalité de ses troupes. Les FDLR, le M23 qui devait partir continue à se renforcer. Donc c'est l'autorité du Conseil de sécurité qui est bafouée. Le Conseil de sécurité est humilié. Et donc il faut que le Conseil de sécurité se fasse respecter et prenne des sanctions appropriées pour faire respecter la résolution 2773. Voilà. On a suivi dernièrement un conseiller américain en la personne de Massad Boulos qui a tenu des propos. Et vous, en tant qu'expert en droit international, comment interprétez-vous ces propos? Blaise,
Marcel Boulos, c'est un soldat politique et diplomatique du gouvernement américain. Il est recruté et payé par le gouvernement américain pour défendre les intérêts des États-Unis en Afrique, partout dans le monde. Et donc, il n'est pas là pour résoudre les problèmes du Congo. Il ne faut pas attendre à ce que Boulos vous aime, nous aime. Il n'est pas là pour défendre les intérêts du peuple congolais de la RDC. Et donc, ce qu'il a dit avec franchise, honnêteté. La solution à tous ces problèmes, c'est nous-mêmes. Vous comprenez? Ce ne sont pas les Américains qui vont régler tous les problèmes. C'est le peuple congolais, nous-mêmes, avec nos dirigeants. C'est nous qui allons régler nos propres problèmes. Je suis satisfait, j'ai lu il y a quelques jours, que la MONUSCO a fait un très bon travail dans l'Ituri, avec notre armée qui est là, les hommes qui sont sous la direction du général Le Boyan Gachama, en formant nos troupes, en renforçant les capacités opérationnelles, les capacités techniques, en apprenant à nos soldats comment manier les drones, comment mener des combats, etc. Et ça, c'est très important. Le général Napoléon Bonaparte, l'empereur, avait dit que c'est celui qui a le feu, qui a l'artillerie entre ses mains, qui gagne, qui a raison. Et donc, nous aurons raison le jour où nous aurons une armée dotée d'une puissance de feu respectable, qui va faire face aux menaces internes, mais aussi aux menaces externes. Donc, c'est des solutions, nous devons aller vers cette direction-là, parce que c'est la puissance de feu de notre armée qui va nous permettre de peser autour des tables de négociation, que ce soit la table de négociation de Washington ou la table de négociation de Doha. C'est la puissance de feu de notre armée qui va nous permettre d'appuyer la diplomatie. Sans puissance de feu, vous n'avez pas de diplomatie. Voilà, professeur Tchibangu Kalala, expert en droit international, je vous dis merci beaucoup. Je vous remercie, Blaise. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.